milieu de la Méditerranée, la Sicile est la plus grande des îles. À distance égale de la Libye et de Marseille, de Gibraltar, de Beyrouth, de la Tunisie et de Rome, elle est le premier carrefour maritime de Méditerranée. Les hommes s'y installent depuis les premiers âges, et dès lors, tous les peuples se sont battus pour la posséder. Cananéens, Grecs, Phéniciens, Romains, Albanais et Arabes, même les Normands sont venus la conquérir. Oui, la Sicile a été normande. C'était au Moyen Âge. Et c'est au cœur de Palerme, dans la plus ancienne de ses forteresses, que se niche le plus vibrant de ses trésors. La chapelle palatine du roi Roger II de Sicile. Qui était ce roi? Pourquoi a-t-il édifié une chapelle si belle qu'elle en reste encore, 1000 ans plus tard, l'une des plus insolites qui soit au monde? « 38 mètres de longueur et 12 de large. Une coupole surplombant à 18 mètres de hauteur. Un plafond à caisson de bois unique au monde. La chapelle palatine compte 424 mosaïques déployées en 314 tableaux. Elles occupent 1800 mètres carrés de murs de leur tesselle d'or, d'argent et de lumière. Il n'est pas un centimètre de ces murs, sol et plafond, qui ne soit orné, décoré, enluminé. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette chapelle tient son nom de Palatine parce qu'elle est justement une chapelle de palais. Nous sommes en 1130 et le roi qui ordonne la construction de cette chapelle est normand. Comment des Normands sont-ils arrivés au pouvoir dans la lointaine Sicile du Moyen Âge? C'est moi qui suis la mère de ce jeune roi normand. Je me nomme Adélaïde et je suis née princesse. Si les Normands sont en Italie, c'est pour guerroyer en croisade et libérer la Sicile des mains des Mahométans. Et voici comment tout a commencé. 3 siècles avant la construction de la chapelle palatine, vers les années 800, les Vikings déferlent sur l'Europe. Quand ils assiègent Paris, le roi de France leur cède une terre, à laquelle ces hommes venus du Nord, les Nordsmans, donnent leur nom, la Normandie. Christianisés mais restés habiles à manier la lance et l'épée, les Normands inventent une manière de combattre à cheval qui les rend invincibles. La chevalerie apparaît et les Normands en forment l'élite. Alors, quand viennent les croisades, ils partent en premier à l'assaut des musulmans.
Or, le chemin de Jérusalem passe par l'Italie. La Sicile est aux mains des Arabes. Les chevaliers normands l'attaquent. Mon époux est le plus hardi des chevaliers normands. C'est lui qui reprend la Sicile aux Mahométans. Et au bout de nombreuses batailles, à son dernier soupir, c'est notre fils Roger qu'il désigne héritier de ses conquêtes. Les conquêtes du père de Roger II sont immenses. Elles partent des États du pape, que le jeune roi protège et couvre toute la Sicile, dont Palerme est la dernière ville conquise par son père. Il en fait sa capitale et transforme un vieux fort arabe en palais. De nos jours, on appelle encore cette immense bâtisse le palais des Normands. Chrétien, Roger II obéit à un premier devoir de monarque, sacraliser son palais en y construisant une première chapelle. C'est l'un des secrets de la chapelle palatine actuelle. Elle est construite directement sur cette première chapelle et sur le même plan. Aujourd'hui inaccessible au public, elle a été transformée en crypte. C'est dans cette chapelle des origines, en 1130, que Roger II est couronné roi. C'est le jour de la naissance du Christ, un 25 décembre, que mon fils Roger a choisi comme jour de son couronnement. C'est pour remercier Dieu de cette couronne temporelle qu'il a voulu que sa chapelle soit l'œuvre la plus magnificente, jamais offerte à la gloire du divin. C'est ici, dans notre chapelle des premiers temps, solitaire et sans témoin, que j'aime me recueillir. Là, dans le secret des ombres et de la pierre, chaque jour, je prie Marie et son fils Jésus d'une supplique inexorable. Ô Marie, si mon fils est maintenant couronné, il lui reste une tâche immense, conquérir vraiment son royaume. Accordez-lui cette force, ô Mère de Dieu, la force et la lumière de l'entendement. Au début de son règne, Roger II doit imposer sa légitimité. Il est normand. Lui et ses hommes sont peu nombreux, au milieu d'une population sicilienne majoritairement arabe, grecque, juive, albanaise et alexandrine, indienne et persane même. Alors, le jeune monarque prend une décision inattendue pour son époque. Inspiré par le divin, mon fils ouvre une ère de tolérance. Pour lui, chaque peuple, chaque religion a le droit de citer. Las des batailles et des massacres, visionnaire et éclairé, il fait de notre royaume une terre de liberté des religions. Dans ce Moyen-Âge, obnubilé par la guerre sainte ou le djihad, chaque peuple n'a qu'un mot d'ordre, le massacre de l'autre. Pourtant, Roger II ordonne concorde et tolérance. Mon fils Roger II fait rédiger ses édits de tolérance dans les 3 langues de notre temps, l'arabe, le latin et le grec. Et pour être certain que son message soit entendu de tous, il se sert des murs de sa chapelle pour l'inscrire à jamais. Dès le début du règne, la chapelle palatine devient le miroir, le tableau noir, où Roger II exprime sa philosophie politique. Si les murs de la nef et de l'abside sont réservés à la foi chrétienne, le plafond est dédié à la diversité des cultures, qu'il veut voir coexister dans son royaume. Mon fils a fait venir des artisans du Maroc et de Libye pour façonner ce plafond. Il est fait de moult lamelles de bois en forme d'alcôve. Personne n'en a jamais vu de pareil. Chaque caisson de bois, façonné par des ébénistes maghrébins, est peint ensuite
par des artistes venus d'Égypte. Roger II y exprime les valeurs de cosmopolitisme qui s'épanouissent à sa cour. On y lit partout le profane, la liberté, la danse, la joie, la musique et le jeu. Mon fils lit le latin, le grec et bien sûr le français. Il sait aussi l'arabe, dont il apprécie les contes populaires. Pour ses amis d'Orient, il fait dépeindre l'épopée amoureuse et tragique de Leïla et Majnoun. Sorte de Roméo et Juliette d'Arabie, on voit ici les deux amants maudits fuir à chameau dans le désert pour y perdre leurs amours interdites. Aucune allégorie de cour royale n'est digne de ce nom sans la figure de son monarque. Roi, mon fils se montre ici dans les attitudes qui conviennent à chacun de ses peuples. On reconnaît Roger II parmi les autres figures, car il est le seul à arborer couronne, barbe et cheveux longs. Sa souveraineté est double. Il est monarque chrétien, mais règne aussi sur des musulmans. Alors il se montre assis, jambes croisées à la mauresque, à même le sol. Chrétien, il tient une coupe de vin. Breuvage suspect en islam, le vin reste avant tout symbole du sang du Christ. Si les peintures de notre plafond montrent la bienveillance de mon fils, en tant que chef, il doit aussi subjuguer son peuple et nos alliés par l'éclat de son règne. Roger II est soucieux d'inscrire sa dynastie naissante dans le cours de l'histoire. Il doit légitimer sa souveraineté. Alors, dans cette grande composition, il fait appel à la figure légendaire d'Alexandre le Grand. Les Arabes l'admirent et le nomment Sikander. Roger II montre ici ce conquérant du monde antique, soulevé par deux griffons vers les hauteurs du paradis. En s'inclinant devant Alexandre, Roger II s'en fait l'héritier légitime. Mais ce n'est pas tout. De part et d'autre de ce tableau, les léopards d'or du pouvoir normand et un aigle, symbole de puissance, protègent le règne du jeune monarque. Plus haut encore, Roger II fait placer deux chariots célestes. Voici le chariot du soleil et celui de la lune. Il montre ainsi que la marche du ciel est en accord avec la sienne. La chapelle palatine contient d'autres symboles de souveraineté hérités du passé. Pendant toute l'Antiquité, le pourpre a été la couleur des puissants. Le plus pourpre de tous les marbres est le porphyre. Rare et très cher, venu d'Égypte, inséré en grandes plaques dans les murs et le sol de la chapelle, le porphyre rappelle l'importance de ce lieu comme celui où se concentre le pouvoir du souverain. Au sol, les plaques de porphyre indiquaient l'emplacement des ministres les plus éminents du roi pendant la messe. D'autres plaques, comme le marbre vert, indiquaient la place de courtisans de moins haute dignité. Roi, mon fils a pour place celle de la plus grande des plaques de porphyre. Elle est sous notre Christ créateur, afin qu'il reçoive directement du Très-Haut la grâce et la lumière divine. Il doit s'en imber et s'en nourrir pour gouverner de manière juste et éclairée. Le Christ créateur, dit Christ Pantocrator, qui règne dans la plus haute des coupoles, est l'image de Dieu lui-même, ce Dieu créateur du tout, qui règne sur le tout. On le reconnaît car, comme Jésus, il est le seul dont l'auréole contienne une croix. Le Pantocrator est le seul aussi à tenir un livre fermé, la Bible. On n'en laisse voir que la couverture car, dans cet instant de l'éternité divine, le Christ n'a pas encore révélé la parole de Dieu aux hommes. Autre détail d'importance, la gestuelle du Pantocrator. Les doigts de la main expriment ici la bénédiction divine, le pouce et l'annulaire se touchant
laisse 3 doigts libres. Ils symbolisent chacun le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quant au pouce et l'annulaire joints, ils expriment la double nature du Christ, à la fois divine et humaine. Le symbolisme chrétien, partout présent dans les mosaïques, est exprimé avec une grande finesse par les artistes de la chapelle. Le souffle divin est figuré par des rayons lumineux qui transmettent la vie ou l'illumination. L'eau, élément liquide, parvient, grâce à l'alignement des éclats de verre, à donner une étonnante impression de fluidité. En plus de son palais, mon fils ordonne dans tout Palerme l'édification de cathédrales, de monastères et de monuments. Son premier ministre, le grec Georges d'Antioche, émir du palais, construit sa propre chapelle. Comme la Palatine, elle déborde d'or et d'argent, de marbre et de ce même porphyre d'Égypte. Georges d'Antioche, représenté en prosternation devant la Vierge Marie, est le conseiller spécial de Roger II. C'est lui qui offre à son roi cette mosaïque célébrant son couronnement. En tant qu'émir, il commande la flotte du royaume, d'où le titre d'amiral, qui désigne encore aujourd'hui les commandants de flotte militaire. Et les navires de mon fils et de son émir, grâce à la tolérance de notre royaume, ont le droit de naviguer et de commercer sur toutes les mers et tous les rivages. Pendant le règne de Roger II, la ville de Palerme est si riche qu'elle génère chaque année un trésor d'État équivalent à celui de l'Angleterre tout entière. Chapelle et palais profitent de la manne financière du royaume. L'ouvrage reçoit tant de soins que près de 1000 ans plus tard, il est encore debout. Rénové entre 2005 et 2007 par le restaurateur d'art Giuseppe Ingui, la Palatine est surveillée et entretenue chaque jour dans ses moindres recoins par les élèves des Beaux-Arts de Palerme. Ce qui se passe chez nous, croyez-moi, est unique au monde et cela ne se répétera jamais dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que les Normands venus de France apportent ici un savoir-faire unique en matière de construction qu'ils superposent à l'esthétique des Arabes. Ici, si l'on enlève tous les apparats décoratifs, christologiques et iconographiques, qu'est-ce qu'on a? On a une forteresse. Ici, on a des murs de 4 mètres d'épaisseur. L'approche normande, c'est créer des bâtisses très résistantes et de les décorer ensuite finement avec des ornements, des incrustations, des mosaïques. On ne compte plus le nombre de tesselles de mosaïques, ces petits bouts de verre, de marbre ou de porphyre qu'il a fallu pour couvrir la totalité des murs de cette chapelle. La technique de découpe, telle que la manient les restaurateurs aujourd'hui, n'a pas changé depuis 2 millénaires avant Jésus-Christ. De l'avis des historiens de l'art, la technicité et l'esthétique de la mosaïque a atteint dans cette chapelle des sommets inégalés ailleurs. Partout où brille l'or ou l'argent, ces métaux précieux ont été martelés en fines feuilles, enserrées dans le verre. Et quand il ne s'agit pas d'or ou d'argent, les plus précieux des matériaux rivalisent. Marbre, serpentine, cipolin, lapis lazuli. Pendant 12 ans, les artistes mettent le meilleur de leur art au service de Roger II et de son message. Ce qu'il contient va parfois au-delà des croyances conventionnelles. Alors la chapelle révèle quelques secrets que seul le regard des initiés peut lire. Sur le sol, de part et d'autre de l'autel,
2 serpents dragons montent la garde. Que protègent-ils? L'accès au Saint des Saints? À l'autel? Non. Ils protègent de l'ignorance. Levés en forme de 8, ces 2 serpents dragons lient la chapelle palatine à l'Éternel, à cet infini dont le 8 est le chiffre symbole. Le 8e jour est celui de la vie. Il la continue, la perpétue. Il lie l'existence à l'Éternel. Il est le jour mystérieux de la résurrection du Christ. Il est le jour des hommes, celui où c'est à leur tour de continuer le monde. Avant d'offrir le monde aux hommes, Dieu l'a façonné en 7 jours. Il crée la lumière, le jour et la nuit. Le firmament, les étoiles, le soleil et la lune. Enfin, il donne la vie à Adam et en fait naître Ève. Il y a dans ces mosaïques un détail de grande importance qui échappe au premier regard. En plein Moyen-Âge, on croit que la Terre est plate. Or, Roger II fait représenter le monde en disque. Il préfigure le globe terrestre. D'où lui vient cette connaissance que la Terre est ronde? Mon fils Roger a fait venir à lui les plus grands savants du monde connu. Parmi eux, l'arabe Al-Idrissi était l'astronome le plus érudit de notre temps. Al-Idrissi arrive à la cour de Palerme avec des manuscrits qui remontent à l'Égypte ancienne. Les Arabes en ont hérité des chrétiens coptes d'Égypte, qui les avaient traduits de l'égyptien à l'arabe. Ces textes sont indéniables. Les pharaons savaient déjà, 2 siècles avant Jésus-Christ, que la terre était ronde. Défenseurs de cette idée de rotondité du globe terrestre, Roger II et Al-Idrissi mettent 20 ans à rédiger un atlas à l'usage des commerçants voyageurs et des marins du royaume. Sans satellite ni moyens modernes, ils tracent une planisphère où l'on reconnaît déjà l'Europe, la Méditerranée et même le delta du Nil. Ensemble, ils cherchent à mesurer le diamètre de la Terre. Leur calcul donne 37 000 kilomètres. Le roi normand et le savant arabe, au XIIe siècle, ne se sont trompés que de 3 000 kilomètres. La modernité dont fait preuve Roger II finit par éclairer chaque recoin de sa chapelle. Certaines mosaïques révolutionnent l'art de leur époque. L'une d'elles en particulier retient l'attention des historiens de l'art. C'est l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Elle montre un paysage, la ville sainte et des personnages en perspective. Aux yeux des spécialistes, cette composition anticipe les canons de la Renaissance italienne, qui va bientôt révolutionner l'Europe à partir du siècle suivant. Un jour de printemps de l'an de grâce 1142, mon fils achève la construction de sa chapelle. Pour célébrer l'événement, il fait graver un bloc de marbre selon les calendriers de nos 3 monothéismes et dans chaque langue. L'année chrétienne de 1142 est écrite en latin. Pour les Juifs, elle correspond à l'an 6650 et est gravée en grec. À ses alliés musulmans, Roger cite l'an 536 de l'Hégire en arabe. Quelle meilleure preuve du respect des autres que cette pierre gravée. Achevée 30 ans avant la première pierre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la chapelle palatine du palais des Normands de Palerme étonne encore le monde
par sa beauté, sa lumière et la profusion inégalée de ses mosaïques et de son plafond. Avec cette chapelle, Roger II a jeté un pont entre les mondes. Le résultat, inattendu, est aujourd'hui confirmé par les historiens de l'art. C'est de cette île, au centre de la Méditerranée, dans ce royaume éclairé de Naples et de Sicile, qu'est née la Renaissance italienne. Une dernière prière, ô Marie, vous qui avez permis à notre royaume de vivre dans la tolérance. Faites qu'à travers les siècles, cette bienveillance parvienne jusqu'aux nations qui vont nous succéder et habite, tel un message de paix, leurs peuples à venir.